Quand je me suis lancée en tant que styliste, j'étais convaincue qu'au bout de quelques semaines, pouf, j'allais avoir une tonne d'abonnés et que maximum 3 ans plus tard, j'allais devenir millionnaire. Et j'ai vu beaucoup de stylistes qui ont commencé au même moment que moi, abandonner année après année. Pourquoi? Parce que les choses n'avançaient pas assez vite à leur goût. J'ai alors vite compris que l'impatience peut faire freiner ce qu'on veut faire tant avancer. Cette vidéo, ça va être une vidéo pour vous aider à passer à travers votre première année parce qu'elle est souvent la plus difficile et je vais vous dire les 10 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en tant que styliste. Premièrement, la patience. C'est très important que tu sois patiente, surtout au niveau des réseaux sociaux. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, évite de te comparer à des influenceurs qui sont dans l'industrie depuis plusieurs années et qui ont plus de 100 000 abonnés. En moyenne, ça prend au moins 3 ans pour atteindre ce chiffre-là. Et si on prend l'exemple de YouTube, à chaque minute, il y a 300 heures de vidéos qui sont téléchargées. En d'autres termes, ta vidéo, lorsque tu la publieras, il y aura beaucoup d'autres vidéos qui seront publiées au même moment. Mais si tu es patiente, tu pourras attirer vers toi les abonnés qu'il te faut. En tout, il y a 2,3 milliards de personnes qui se connectent à tous les jours. Donc, ton objectif ne devrait pas être d'atteindre tout le monde en même temps, mais d'atteindre les personnes qui deviendront tes clients potentiels. En d'autres mots, vise la qualité des abonnés plutôt que la quantité. Deuxièmement, il y a les temps morts. Oui, c'est une dure réalité, mais c'est la vérité. Si tu travailles en tant que styliste dans un pays où il fait très froid, ça peut influencer tes ventes. Donc, un des temps morts, c'est durant l'hiver. Pourquoi? Parce que tout le monde porte des bottes d'hiver et des manteaux. Qui a envie de magasiner une robe que personne ne va voir de toute façon? Le deuxième temps mort, c'est durant le retour à l'école, donc en septembre, parce qu'il y a beaucoup de frais de scolarité, donc souvent les clients potentiels ont peu de budget durant cette période-là. Les meilleurs moments pour être une styliste personnelle, c'est durant l'été, plus précisément durant le mois de juin et juillet, parce qu'il fait beau, on enlève notre manteau, on veut se sentir belle, on veut se sentir beau, et en plus, il y a beaucoup d'activités, de festivités et des événements tels que des mariages. La même chose s'applique pour le temps des fêtes. Il y a des fêtes de bureau, des fêtes de famille. Et en plus, si vous avez une bonne stratégie marketing, vous pouvez profiter de cette période-là pour vendre vos services sous des formes de certificats cadeaux. Troisièmement, ton entourage. On dit souvent que c'est dans les moments difficiles qu'on voit qui sont nos vrais amis. Moi, j'aime dire c'est quand vous vous lancez en tant que styliste que vous voyez qui sont les vraies personnes qui vous entourent. J'ai réalisé qu'il y avait 3 grandes catégories de personnes dans notre entourage. Et la toute première, ce sont les cheerleaders. Les cheerleaders, ce sont les personnes qui vont être là pour t'encourager quand tout va bien, quand tout va mal. Et même lorsque tu fais des erreurs, elles vont te dire que tu es la meilleure. C'est un peu comme les mamans qui amènent leurs enfants à American Idol, mais en réalité, leurs enfants ne savent même pas chanter. Donc, c'est bien de les avoir dans notre entourage. La seule difficulté, c'est qu'on ne peut pas prendre à la lettre tout ce que ces personnes-là nous disent. La deuxième catégorie, ce sont les haters. J'aime les appeler les haineux. Donc, c'est les gens qui ne croient pas en ton potentiel ou qui ne veulent pas ton réussite. Il y a des haineux qui sont publics, donc ils vont te le dire verbalement, mais il y a aussi les haineux cachés, tes amis ou les membres de ta famille qui secrètement espèrent que ça ne fonctionnera pas pour toi. Et la troisième catégorie, c'est ce que j'aime appeler les vrais. Ça, c'est les personnes qui sont là avec toi quand tout va bien, mais qui sont là aussi pour te supporter quand tout va mal. Ce sont des personnes qui seront même prêtes à s'investir comme si c'était leur projet. Ils vont investir du temps, investir de l'argent s'il le faut. Pourquoi? Parce que ton projet est maintenant rendu leur projet et c'est ces gens-là que tu veux avoir dans ton entourage. Toutes les autres, on les dit quoi? Bye bye. Quatrièmement, le branding. J'ai toujours su que le branding, c'était important, mais je n'avais pas réalisé à quel point jusqu'à ce que je décide de devenir styliste. Le branding, c'est quoi? C'est tout simplement d'utiliser des techniques de communication qu'on utilise généralement avec de grandes entreprises, mais cette fois-ci, on l'applique sur une personne. Ça peut être une personne reconnue comme une personne qui est moins connue, mais l'important, c'est de rendre cohérent son parcours professionnel avec ce qu'on trouve sur Internet. En d'autres termes, quand on tape ton nom sur Google, est-ce qu'on va trouver des photos professionnelles de toi qui ressemblent justement à une styliste ou est-ce qu'au contraire, on va trouver des photos de toi dans un barbecue il y a 5 ans de ça?
Alors, le branding, c'est un investissement, mais c'est un investissement qui vaut la peine. Avoir un site professionnel, des cartes d'affaires professionnelles, il faut investir, mais c'est normal. Les 5 premières années en tant que styliste, tu devrais investir au minimum 12 à 20% de ton budget uniquement en branding. Donc, évite d'aller sur des sites Internet pour faire ta propre carte d'affaires parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une autre styliste qui a exactement la même carte d'affaires que toi. Cinquièmement, ton expertise. Si tu veux être payé pour tes connaissances en tant que styliste, il faut que tu aies beaucoup plus de connaissances que ce qu'on trouve déjà gratuitement sur Internet. En d'autres termes, tu dois avoir des bonnes connaissances au niveau des designers et des boutiques pour commencer. En d'autres termes, il faut savoir ce que la marque veut dégager. Donc, une cliente qui te dit qu'elle veut s'habiller en Chanel, c'est totalement différent d'une cliente qui te dit qu'elle veut s'habiller en Jean-Paul Gaultier. Deuxième chose que tu dois maîtriser, c'est les agencements. Il faut être capable d'agencer les vêtements selon la silhouette de ta cliente potentielle, mais aussi selon les couleurs de son teint. Donc, c'est important de savoir agencer les motifs, agencer les couleurs et bien sûr, il faut être capable de lui proposer autre chose que ce qu'elle sait déjà faire. Et pour terminer, il y a les fibres et textiles. Un point très important, savoir sa provenance, mais aussi comment l'entretenir et c'est ce qui va te permettre de te distinguer de toutes les autres stylistes si en ayant ces connaissances en fibres et textiles. Sixièmement, on parle d'attente salariale. Je donne de la formation pour les gens qui veulent devenir stylistes et une des premières questions que mes étudiants vont me demander, c'est combien charger pour mes services? Bien, la réponse va différer selon l'objectif de la styliste. Il y a 3 critères à laquelle vous devez répondre et la toute première, c'est sélectionner son prix selon sa clientèle cible. Si vous décidez d'aider des adolescents, vous risquez de charger beaucoup moins cher que si vous décidez d'aider des célébrités parce que leur budget et leurs attentes ne seront pas les mêmes. Deuxième critère de sélection, c'est selon votre expérience. Donc, selon l'expérience que tu as, tu peux déterminer un prix qui va être cohérent à ce qui est déjà offert sur le marché. Donc, ce que je recommande de faire, c'est une veille concurrentielle pour voir les stylistes dans ta région combien qu'ils chargent. Et si tu viens de débuter, tu peux descendre un peu tes prix, mais ce que tu ne veux pas faire, c'est te demander un prix tellement bas qu'on se dise « ne fais pas affaire avec elle, c'est une débutante ». Et le troisième critère, c'est selon ton objectif pour l'année. Si pour la première année, tu veux faire 24 000, tu peux te dire qu'à chaque mois, tu vas te faire 2 000 pour tes contrats. Et si, par exemple, tu le fais à temps partiel et que ta capacité maximum, c'est 10 clients par mois, bien évidemment, pour chaque contrat, ton objectif serait de charger 200 $. On continue avec la prospection. Prospecter, c'est tout simplement d'aller à la recherche de nouveaux clients et le mot prospection tire son origine du latin prospector qui veut dire rechercher au loin quelque chose. Tout comme on peut rechercher un logement ou rechercher de l'or. Ça m'amène à une question. Si ton seul moyen de vivre et de manger à tous les jours, c'était en trouvant de l'or, est-ce que tu aurais cherché de l'or une fois par mois, une fois par semaine? Ou tu l'aurais fait quotidiennement? Bien évidemment, tu l'aurais fait à tous les jours. Mais c'est la même chose pour ta carrière en tant que styliste. Tu devrais à tous les jours rechercher de nouveaux clients. Et on me demande des fois, mais où les trouver? Regarde alentour de toi. Ta voisine peut être une cliente potentielle et si elle ne l'est pas, elle connaît peut-être quelqu'un qui est ton client potentiel. Donc, l'objectif, c'est de donner un nombre de clients potentiels que tu dois trouver à tous les jours. 8e point, on continue avec la vente. En grandissant, je détestais la vente et j'essayais de l'éviter le plus possible, jusqu'à ce que je devienne styliste. Tout d'un coup, c'était devenu facile. Pourquoi? Parce que je savais que ce que j'avais à offrir avait tellement une grande valeur qu'elle valait plus que l'argent que je demandais en retour. La seule difficulté que j'avais, c'était au niveau des objections. Une objection, c'est quoi? C'est une opposition à une proposition que vous faites. Tout comme, dans la cour, on va des fois voir un avocat dire « objection », il y a des clientes qui risquent de vous donner des objections. Celui qui revenait le plus souvent, c'est « Beverly, je veux tes services, mais je veux perdre du poids avant de commencer ». Et bien sûr, il faut avoir une réponse déjà de préparer. Et ma réponse était une question. Je demandais « dans combien de temps tu veux atteindre ton objectif ?» Et elle me disait « dans 3 mois ». Donc, je répliquais « veux-tu vraiment attendre 3 mois pour te sentir bien dans ta peau ?» Viens magasiner avec moi, je vais te montrer comment tu peux magasiner pour te sentir bien avec la silhouette que tu as actuellement et aussi comment magasiner des items que tu pourras même porter lorsque tu perdras du poids. 9e point, on parle de sacrifice. Si tu veux réussir en tant que styliste,
tu vas devoir faire de très grands sacrifices. Et un des commentaires que mes étudiants me donnent le plus souvent, c'est « Beverly, je veux réussir, mais j'ai pas le temps. » Et je demande souvent, est-ce que tu as moins d'heures dans une journée que Beyoncé? Que le président? Bien sûr que non. La différence, c'est comment ils utilisent ces 24 heures. Donc, pour réussir, il faut éliminer toute forme de distraction pour pouvoir te concentrer le plus possible sur ton art d'être styliste. Voici 3 sacrifices que j'ai faits et que je pense pourraient t'aider aussi. Le tout premier, c'était de me limiter au niveau des réseaux sociaux. Pourquoi? Je passais des journées entières à travailler et à la fin de la journée, j'avais juste fait la moitié de mes tâches. Pourquoi? Parce que j'avais passé la moitié de ma journée sur Facebook en train de regarder des vidéos de chats. J'ai donc décidé d'effacer toutes mes amies sur Facebook pour pouvoir me concentrer sur qu'est-ce que j'avais à faire dans une journée. Deuxième sacrifice que j'ai fait, c'est au courant de la semaine, du lundi au samedi, je ne regarde pas la télé et je n'écoute pas la radio. J'ai remplacé cela par quoi? Par des audios motivationnels et par des vidéos éducatives. Et pour terminer, c'était de limiter mes sorties. Pourquoi? Pour 2 raisons. Premièrement, ça vous permet d'épargner et de dépenser cet argent dans votre branding. Et deuxièmement, c'est pour vous donner plus de temps pour vous concentrer encore une fois sur comment vous pouvez devenir la meilleure styliste. Le dernier point, c'est le point le plus important, c'est ton pourquoi. La raison pour laquelle tu vas te réveiller à chaque matin pour mettre autant d'efforts pour réussir en tant que styliste. Quand tu vas te lancer, il va y avoir beaucoup de hauts, mais il va y avoir beaucoup de bas. Le plus important, c'est que tu te relèves à chaque fois sans jamais abandonner. Tu sais, quand je me suis lancée en tant que styliste, mon objectif, c'était d'être une source d'inspiration pour mes futurs enfants. Je voulais qu'ils puissent regarder leur maman et dire, moi aussi, je peux devenir quelque chose de grand. Je peux devenir président, je peux devenir acteur. Parce que maman, tout le monde lui disait qu'elle pouvait pas, mais elle a réussi. Et sans le savoir, je suis devenue une source d'inspiration pour ma famille, mon entourage et maintenant pour des aspirants stylistes comme toi qui veulent réussir dans l'industrie de la mode. Et ça, c'est ma raison d'être, mon pourquoi. Et c'est pour cette raison, je ne vais jamais abandonner. Et toi, quel est ton pourquoi? C'était Beverly Bellevue pour t'aider à réussir dans l'industrie de la mode. Si tu as aimé la vidéo, aime-la, partage-la et laisse dans les commentaires le sujet que tu aimerais que j'aborde dans ma prochaine vidéo. À bientôt!